Et comment, ça va? C'est le 13e jour de quarantaine dans une Atlanta ensoleillée. La ville est au bord de l'extinction. Panique et horreur entourent ceux qui ont réussi à survivre. Et personne ne sait comment tout cela. 2 semaines plus tôt, c'était un jour ordinaire. Rien ne laissait présager le chaos. La ville était animée. L'enseignante Kate Frank emmenait ses élèves en excursion à l'hôpital local. Pendant ce temps, à un des étages de la clinique, A.D. Sanders était en quarantaine à cause d'une maladie inconnue. Elle se souvenait qu'un peu avant l'apparition des premiers symptômes, elle avait été en contact avec un patient syrien malade. Ailleurs dans la ville, Jenna ne se sentait pas bien, mais ce n'était pas à cause du virus. Elle était anxieuse à l'idée d'emménager chez son petit ami Alex. Au dernier moment, elle renonça et avoua aux policiers qu'elle n'était pas prête pour une telle étape. Alex ne put régler la situation car il fut appelé au poste où une réunion importante allait avoir lieu. Les policiers y furent informés qu'ils devaient en se préparer à une situation critique en ville. On soupçonnait que le Syrien avait apporté un virus inconnu à Atlanta et une quarantaine pourrait être déclarée. L'adreuse Sabine Lomers parla aux agents. Elle évoqua la menace d'une épidémie, mais assura qu'il n'y avait rien de grave. Dans une autre partie d'Atlanta, Teresa, enceinte, rendait visite à sa mère dans sa boutique. Celle-ci lui rappela son rendez-vous avec l'agence d'adoption, chargée de trouver une famille arrêtée pour son enfant. Ce rappel la bouleversa, mais son petit ami lui promit que tout était sous contrôle. Ils s'enfuiraient cette nuit-là, et personne ne pourrait leur prendre leur bébé. Les élèves de Kate firent une présentation aux patients, mais l'enseignante s'inquiéta de l'absence de la Dr. Sanders. Le médecin de garde fit semblant de ne pas savoir ce qui lui était arrivé et ne donna aucune information sur son état. Kate commença à suspecter que quelque chose d'étrange se passait. Au moment où il s'apprêtait à repartir, les médecins annoncèrent que les enfants devraient rester plus longtemps à l'hôpital. Le lieu était mis en quarantaine et tous devaient subir un contrôle strict. La Dre Lomers convoqua une réunion secrète avec Alex et lui demanda de prendre le contrôle de la situation. Elle admit avoir de l'expérience mais n'avoir jamais été confrontée à un virus pareil. Selon elle, le danger ne menaçait pas seulement Atlanta, mais le monde entier. Des agents furent envoyés chez le patient zéro, là où les médecins pensaient que l'épidémie avait commencé. Les policiers se protégèrent avec des gants et des boucliers et persuadèrent les proches du patient d'adopter des mesures de sécurité. L'enfant était dans un état grave et fut transporté à l'hôpital. En essayant de fuir, Kate se rendit compte que son fils et son ami Thomas avaient disparu. Elle partit à leur recherche juste au moment où le patient zéro était transféré. L'enseignante l'observa, mais refusa de quitter le couloir tant que les élèves ne seraient pas retrouvés. L'agent Jake Riley se proposa pour aider Kate. Ensemble, ils cherchèrent les garçons disparus et furent témoins d'une scène encore plus terrifiante. Les corps de la Dre Sanders et de son fiancé. Les derniers rapports indiquaient une aggravation de la situation. Le patient zéro était mort après une phase aiguë. Les policiers découvrirent ce qui était arrivé à la Dre Sanders, mais une nouvelle encore plus inquiétante apparut. Tous les proches du migrant avaient également été infectés. Cela signifiait que le virus se propageait rapidement et tuait son hôte en moins de 48 heures. Kate retrouva les enfants dans un laboratoire à rats. Il semblait que le danger était passé, mais un médecin annonça que la quarantaine serait prolongée de 2 jours. Personne ne pourrait quitter l'hôpital avant. Lors d'un rapport, le docteur Kanner informa les agents que le virus avait été identifié. Il confirma que des traces de l'agent pathogène avaient été trouvées sur les affaires personnelles du patient zéro. Tout indiquait que l'infection avait été provoquée de manière délibérée. Teresa arrive à la gare pour rejoindre la famille de son petit ami. Mais contre toute attente, le train refuse d'embarquer de nouveaux passagers et repart sans elle. En apprenant que Jake est coincé à l'hôpital, Alex interroge directement la Dre Lomers sur ce qui se passe. La spécialiste admet qu'un périmètre de sécurité est en train d'être installé autour de la zone, empêchant quiconque de le franchir pendant plusieurs jours. À la tombée de la nuit, la panique s'installe dans la ville. Les habitants sont encerclés par une clôture métallique et beaucoup sont séparés de leurs proches. Teresa découvre qu'elle et Zander se trouvent de part et d'autre de la barrière et elle devra décider quoi faire. Malgré les mesures prises, le nombre d'infectés continue de grimper. Pendant la nuit, des experts procèdent à l'autopsie du patient zéro et découvrent que le virus touche tous les organes vitaux. De plus, il semble qu'il ne faille que 48 heures entre l'infection et la mort. Il n'y a aucun espoir de guérison et si un vaccin n'est pas trouvé rapidement, le monde fera face à un problème majeur. Alex réussit à contacter G et lui demande de rester en sécurité. La jeune femme décide de s'enfermer dans son bureau. De retour à la boutique de sa mère, Teresa appelle Zander pour lui dire qu'elle va bien. Malgré cela, le garçon promet de trouver un moyen de franchir la clôture pour la rejoindre. G retrouve ses collègues qui n'ont pas réussi à quitter la ville. Pendant ce temps, son fiancé reçoit l'ordre de ne pas enfreindre les règles pour des raisons personnelles. Jake G, qui est chargé d'aider les médecins à examiner les effets personnels des patients et à retrouver leurs proches. En consultant le téléphone du patient zéro, il remarque un détail inquiétant. La veille de sa mort, le jeune homme a échangé des messages avec une femme blonde inconnue. Jake alerte immédiatement ses collègues et le département décide d'envoyer une équipe pour retrouver l'inconnu. La police localise l'adresse de la jeune femme, mais ses parents affirment ne pas l'avoir vue depuis la veille. Une nouvelle réunion d'urgence est convoquée et tout le monde reçoit l'ordre de la retrouver dans les prochaines heures. En attendant le médecin, Kate entend un bulletin d'information sur le patient zéro et les médecins infectés à cause de lui. Pour la première fois, elle remarque des incohérences, mais ses pensées sont interrompues par le docteur
Kanner, qui lui assure que tout sera bientôt terminé et qu'elle et les enfants pourront rentrer chez eux. En sortant, Kate décide de poser des questions sur ses doutes. Elle est surprise d'apprendre que la Jerry Sanders est morte avant le Syrien qui l'aurait infectée. Kanner évite de répondre clairement, murmurant quelque chose à propos de différences d'immunité. Jake est envoyé pour retrouver la jeune femme. Les autorités espèrent dissimuler le fait qu'une personne infectée se trouve hors de la zone de confinement, mais il est déjà trop tard pour la sauver. Les policiers la retrouvent en état critique dans l'appartement de vieux amis. La jeune femme et ses proches sont transférés dans la zone de quarantaine. Mais Lomer admet à Alex que la situation est plus grave que prévu. Le virus se propage plus vite qu'anticipé. Alex appelle sa fiancée pour la rassurer, mais il n'a pas le courage de lui dire la vérité sur la situation en ville. Les ordres de la police sont de renforcer le périmètre et d'utiliser des armes en cas de tentative de franchissement. De plus en plus de patients symptomatiques arrivent à l'hôpital, y compris de nombreux enfants, ce que Jay constate lui-même. Mais selon le médecin, ce n'est pas le pire. L'hôpital manque de lits et bientôt, il n'y aura plus de place pour isoler les malades. En plus de ces mauvaises nouvelles, Jake reçoit une mission difficile. Kanye lui demande de brûler les corps pour éviter de nouveaux foyers d'infection. Un autre souci pour les autorités est Leo Green, un journaliste local. Il continue de publier des vidéos alarmistes. Lomer charge Alex de l'arrêter. Le policier tente de négocier, mais Leo est convaincu que les autorités quelque chose et qu'il doit révéler la vérité. Quelques minutes plus tard, une nouvelle vidéo de Green apparaît en ligne, attirant cette fois l'attention du président. Les collègues de Jenna réalisent qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour tenir jusqu'à la fin de la quarantaine. Les hommes décident d'aller jusqu'à la boutique. Jenna désapprouve l'idée, mais la majorité choisit de prendre le risque. La mère de Teresa ne prend pas non plus la situation au sérieux. Elle augmente les prix des produits essentiels pour faire du profit. Pour occuper les enfants, Kate les emmène sur le toit. Cela leur permet de prendre un peu d'air frais. Mais l'enseignante n'a pas le temps de se détendre. Thomas s'enfuit, ignorant ses appels. Elle le retrouve dans l'escalier, à côté d'un homme malade. Des gouttes tombent sur le garçon et il devient évident qu'il est désormais infecté. Thomas est placé en isolement et Kate se sent coupable. Elle dit au médecin qu'elle avait promis au père du garçon de veiller sur lui, mais elle a échoué. Les hommes reviennent avec des sacs pleins de provisions, mais Jenna refuse de les laisser entrer dans le bureau. Elle remarque que l'un d'eux a retiré ses gants, ce qui signifie qu'il a peut-être introduit le virus par contact. Un client, furieux d'avoir payé trop cher, appelle des amis. Ils envahissent la boutique, mais la mère de Teresa est sauvée par l'arrivée de Jake qui a reçu l'ordre de patrouiller la ville. Kate découvre que le lit de Thomas est vide. Elle le retrouve à la sortie de l'hôpital où son père refuse de le laisser dans la zone de quarantaine. Les médecins n'ont pas d'autre choix que de libérer le patient. Les appels d'Alex n'ont aucun effet sur Léo qui, à la recherche d'un scoop, permet à ses collègues de quitter la zone isolée. Même le fait qu'une des filles présente des symptômes ne l'inquiète pas. Alex et Jake parviennent à se retrouver en secret en territoire neutre. Tous deux sont nerveux, mais ils doivent coopérer. Leo Green révèle au monde comment quitter la zone fermée. La police tente de contenir la foule tandis que des ouvriers commencent à forcer le passage, ce qui provoque des émeutes graves. Les forces de l'ordre sont obligées d'ouvrir le feu. Pour éviter d'autres incidents, le gouvernement désactive Internet et les communications téléphoniques, privant les gens de leur dernière activité, se parler. Kate entre par erreur dans une pièce fermée et découvre la vérité sur le nombre de victimes. Certains sont ses élèves. Au même moment, Jenna tente elle aussi de découvrir la vérité. Elle assemble une radio de fortune pour appeler Alex. Pour obtenir du signal, elle grimpe sur le toit où elle rencontre Sam, un technicien qui s'y cache pour éviter l'infection. Alex change de partenaire et prend le service de nuit. Au milieu de la nuit, il repère un intrus et ordonne qu'il s'arrête. Le suspect est Zander, qui tente d'entrer dans la zone de danger pour retrouver sa fiancée. Mais le policier ne le laisse pas passer, la balle est en caoutchouc et Zander est simplement emmené à l'hôpital. L'agent vient lui rendre visite, s'excuse mais prévient qu'il recommencera si nécessaire. Léo veut profiter de la situation. Il prépare un reportage sensationnel sur un abus de pouvoir. La boutique est à nouveau envahie, mais cette fois Teresa est aussi en danger. Contre toute attente, les femmes sont sauvées par un autre gang qui cherche à tirer profit de la quarantaine. En fin de journée, la chambre de Zander est vide. L'infirmière dit qu'il est parti avec Leo Green, mais Alex n'a pas le temps de les arrêter. L'agent de service informe que le garçon est entré dans la zone d'infection. Le docteur Kanner montre à Jake des rats ayant reçu le traitement. Malheureusement, juste sous les yeux du policier, l'animal s'évanouit et l'espoir d'une solution rapide disparaît. Jenna réussit à joindre Alex, mais l'appel ne dure que quelques secondes. Elle n'a pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Léo découvre accidentellement l'appel. Une fois de plus, il suggère au policier qu'il est du mauvais côté et devrait repenser sa position. Pour le remercier, Léo demande à Zander d'aller voir ses amis et d'enregistrer une vidéo avec eux. Le garçon remplit la mission et jette la clé USB par-dessus le mur. Mais le journaliste découvre que ses amis sont déjà morts. Ensuite, Zander retrouve enfin sa fiancée, mais des pillards bloquent son chemin. La panique générale s'aggrave avec un nouveau problème, la faim. Les stocks de nourriture commencent à manquer et le gouvernement est contraint de chercher une solution. En marchant dans le couloir avec son fils, Kate rencontre un vieil homme qui fournit des rats de laboratoire à l'hôpital. La femme remarque une incohérence. Elle a vu Bert avec les rongeurs avant la quarantaine, mais il assure que ce n'est jamais arrivé. Lomer demande à Alex d'organiser une livraison de nourriture pour la zone de danger. Le policier demande plus de temps pour se préparer, mais on le lui refuse. Il doit
doit accomplir la tâche d'ici le lendemain sans explication. Alex demande de l'aide à Jake qui n'aime pas l'idée mais n'a pas le choix. Au petit matin, les rations commencent à être distribuées. Des centaines de personnes viennent récupérer leur part. Le gang de la boutique apparaît également et leur chef ordonne à Xander de les accompagner pour ne pas éveiller de soupçons. Jenna sort pour la première fois depuis plusieurs jours pour se procurer de la nourriture. Elle s'approche du centre de distribution mais la voiture du gang passe tout près d'elle, ce qui la rend nerveuse. Jake reconnaît son ami et lui donne une ration sans qu'elle fasse la queue. Il lui donne aussi les clés d'Alex et lui demande de tenir bon car tout devrait se terminer bientôt. Toujours préoccupé par l'épidémie et la prise en charge, Kate interroge de nouveau le médecin mais il refuse clairement d'en parler. Le docteur assure à l'enseignante qu'il ne sait pas plus sur le virus qu'elle. Le point humanitaire est encerclé par le gang de la boutique. Ils sont beaucoup plus nombreux et emportent les caisses de nourriture pour les revendre plus tard aux habitants. Alex est furieux d'apprendre que les autorités ont ignoré ses avertissements et ont laissé les produits tomber entre les mains de criminels. Mais Lomers ne considère pas cela comme un problème. Elle pense que les habitants ont toujours une chance d'acheter de la nourriture et de survivre. Le collègue de Jake est infecté et l'agent propose de l'aider mais son partenaire refuse d'aller à l'hôpital. Il sait que personne ne peut l'aider et décide d'en finir seul. De retour au refuge, Jenna tombe sur d'autres voyous qui essaient aussi de lui voler ses provisions. Elle est sauvée par Sam, à qui elle avait récemment refusé l'accès à son bureau. Mais les proches de Jenna se souviennent de son comportement passé et malgré tout refusent de la laisser entrer dans la zone sécurisée avec Sam. Alex et Jake se retrouvent à nouveau. Jake admet qu'il ne fait plus confiance à la hiérarchie. Il dit à son ami qu'à cause du vol, il a dû laisser son subordonné dans la zone de danger. À ce moment-là, ce même subordonné appelle le chef Besser et l'informe que leur plan a fonctionné. Jake dit à Kate qu'elle avait raison. Quelque chose leur est caché. La DRS Sanders et son fiancé n'avaient aucun effet personnel. Mais leur conversation est rapidement interrompue. La sœur de Thomas est admise à l'hôpital, demandant à l'enseignante de retrouver son frère. Leur père est mort et Thomas est désormais seul. Alex commence lui aussi à douter de l'honnêteté des dirigeants et se rend chez Léo pour entendre sa version. Il trouve le journaliste ivre, mais celui-ci reprend ses esprits, promet d'aider à découvrir la vérité. Malgré les objections de Jake, Kate décide de partir à la recherche de Thomas. Le gang reçoit un nouveau membre, un policier envoyé par le chef de la police. Il promet aux voyous un talkie-walkie en échange d'être accepté dans le groupe. Thomas n'est pas chez lui, mais Kate retrouve son propre fils, qu'il avait suivi en secret. L'enfant dit à sa mère qu'il sait où chercher son ami. Tout le monde se dirige alors vers le terrain de baseball. La quête de vérité doit être mise de côté. Alex reçoit pour mission d'extraire un vieil homme d'une maison abandonnée avant sa démolition. Le policier passe beaucoup de temps à écouter l'homme parler du passé heureux de la ville. La mère de Teresa aide les jeunes à s'enfuir. Elle leur remet un sac de vêtements pour bébé et leur dit d'attendre dans un endroit sûr. Pendant ce temps, le groupe trouve les affaires de Thomas, mais ils sont encerclés par une bande de motards fous. Jake est obligé de tirer pour permettre au groupe de continuer à chercher l'enfant. Kate retrouve son fils et Thomas, mais ils sont près d'un homme infecté. L'enseignant panique, mais Thomas affirme qu'il ne peut pas être contaminé. Xander et Teresa arrivent au bureau de Jenna et demandent refuge. Un des amis de Jenna s'oppose à leur entrée, mais elle les autorise à rester sans attendre l'approbation du groupe. Thomas est placé en isolement, mais Kate garde espoir qu'il soit immunisé et puisse sauver tout le monde. Lors d'une réunion, Alex remet à Jake une clé USB contenant un fichier corrompu. Si le fichier peut être restauré, il pourrait révéler la vérité. Mais seule Jenna peut s'en charger. En échange, le policier reçoit une carte mémoire contenant un message destiné au vieil homme de la maison abandonnée. Lorsqu'il la lui remet, l'homme ne peut retenir ses larmes. Teresa trie les vêtements pour bébé et découvre le talkie-walkie volé par sa mère. À ce moment-là, les véritables propriétaires de l'appareil apparaissent, tenant la mère de Teresa en joue. Le groupe doit ouvrir la porte, mais le bandit refuse de repartir avec le talkie-walkie. Il exige que Teresa et son petit ami l'accompagnent. Contre toute attente, Jake surgit pour intervenir. Il parvient à convaincre l'agresseur de s'en aller et de laisser le bureau tranquille. Alex observe des centaines de personnes marchant vers une destination inconnue, mais personne ne sait où elles seront emmenées. Jenna tente de restaurer le fichier, mais il est gravement endommagé. Avant qu'elle ne puisse le lire, de nouveaux visiteurs arrivent au bureau, une bande venue chercher des médicaments interdits. Le groupe renforce leur abri, mais les intrus trouvent des failles et parviennent à pénétrer. Tony tente sa chance et descend négocier avec eux, mais les pourparlers échouent. L'ascenseur revient avec Tony mort, une hache plantée dans le dos. En plus de Tony, l'un des assaillants entre dans le bureau mais ne parvient pas à blesser qui que ce soit. Il est infecté et s'effondre à l'entrée de la pièce. Jenna parvient enfin à restaurer le fichier, mais elle n'a pas le temps de le visionner. L'électricité est coupée et toutes les portes sont verrouillées. Pour rétablir le courant, Jenna doit quitter l'abri et descendre au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, les intrus sont sur le point d'ouvrir l'ascenseur, mais la jeune femme réactive l'énergie d'Athan. En remontant, Jenna prend le talkie-walkie et appelle Alex. Pendant la conversation, le policier entend le moment où elle est attaquée. La jeune femme parvient à se libérer et à retourner au bureau, mais les assaillants ne renoncent pas et tentent d'ouvrir la porte de force. Le groupe n'a pas le choix. Il doit mettre en œuvre le plan le plus risqué possible. Alex tente d'entrer dans la zone fermée pour aider sa fiancée, mais il est capturé par la garde nationale. Jenna ordonne à tout le monde de se cacher.
Lorsque les psychopathes pénètrent dans le bureau, Jake active un explosif. Le feu démarre, mais tous les assaillants perdent connaissance. Soudainement, l'un d'eux se relève et attaque la mère de Teresa. Les hommes parviennent à le neutraliser, mais la femme est désormais infectée. Alex est arrêté, mais sans le savoir, Jenna demande à Jake d'appeler son fiancé pour le rassurer. Elle mentionne aussi que le téléphone des criminels contient un numéro militaire gouvernemental et qu'ils doivent découvrir comment il est arrivé dans la zone d'infection. La mère de Teresa dit adieu à sa fille et lui demande pardon pour ne pas avoir voulu accepter son bébé. Plus de 48 heures passent depuis le contact de Thomas avec l'infecté et le garçon est toujours en bonne santé. Son ADN est injecté dans des rats pour tenter de développer un vaccin. Kenner présente ses observations aux autorités, mais le chef déclare qu'il n'y a pas de temps pour les expériences. Kate et Jake examinent les images de surveillance et découvrent que le patient zéro n'est pas le jeune migrant, mais un homme nommé Henry Burns. Chaque matin, il rencontrait en secret la Dre Sanders et semblait connaître sa maladie. Le docteur Sert autorise Thomas à sortir et informe tout le monde que le garçon n'est pas seulement immunisé. Son corps a vaincu le virus. Cela signifie que son ADN pourrait permettre de créer un remède contre le virus inconnu. Jenna guide ses amis jusqu'à une église sous laquelle se trouve un tunnel. Son plan est de traverser la zone de quarantaine en passant par ses souterrains pour atteindre un endroit sûr. Alex confie à Léo tout ce qu'il a découvert avec Jake, mais le journaliste ne trouve aucun indice sur Henry Burns. Il commence à soupçonner que le patient zéro a été volontairement envoyé à l'hôpital. Lomers rend son badge et son autorité à Alex, mais à une condition, qu'il escorte Thomas hors de la zone d'infection pour l'amener à son unité pour des expérimentations. Le docteur Kenner n'est pas d'accord avec cette décision, mais Lomers rejette toutes les objections, affirmant que seul son laboratoire peut trouver un remède. Léo découvre que 2 jours avant l'épidémie, Burns a reçu un colis contenant le virus. Il veut savoir qui l'a envoyé. Alex lui demande de reporter l'enquête pour lui permettre d'accomplir sa mission. Toute la nuit, le groupe travaille à ouvrir la voie vers les tunnels. Le matin venu, ils s'engagent enfin dans les souterrains. En parallèle, Kate et Jake se rendent au point de rendez-vous pour remettre Thomas à Alex. Le docteur Kenner réalise son erreur. Le patient mordu par le rat contenant l'ADN de Thomas est infecté. En convulsant, il contamine plusieurs personnes. Le médecin comprend alors que le garçon est un porteur asymptomatique. S'il quitte la quarantaine, le virus se répandra dans toute la ville. Le groupe est contraint de faire demi-tour à cause du gaz accumulé dans le tunnel et reste donc dans la zone d'infection. Pendant ce temps, Thomas atteint la zone de confinement entre les districts. Il est accueilli par Alex et la Dre Lomers, mais au dernier moment, le transfert est annulé et le garçon est renvoyé. Alors qu'Alex tente de comprendre, il reçoit un message vocal de Léo. Le journaliste affirme que le virus a été créé par Sert. Alex et Lomers restent confinés dans un conteneur entre les zones. Thomas retourne à la clinique et est isolé pendant que les autorités décident des prochaines étapes. Le groupe de Jenna revient et trouve le bureau vide. Teresa et Zander sont partis chercher un endroit plus sûr. Sur la rue principale, le garçon commence à douter de ses décisions. Des centaines de manifestants protestent, réclamant leur libération de la zone d'infection. Zander tente de protéger Teresa, mais la jeune fille aperçoit sa mère au loin et tente de la rejoindre. Ne voulant pas risquer la vie de sa compagne enceinte, Zander décide d'aller vérifier s'il s'agit bien d'elle. Jake organise un rendez-vous pour Kate et le couple profite de ce moment jusqu'à ce qu'un Quentin apeuré surgisse. Le garçon affirme que le vieux Ray a emmené d'autres enfants et les a sortis de l'hôpital pour tenter de traverser avec les autres. Léo retrouve une ancienne petite amie et lui demande d'obtenir les relevés d'appel de Sert. Il est certain que le médecin est responsable, mais a besoin de preuves. Zander se rend compte que Teresa s'est trompée, mais au passage, il tombe sur un infecté. Il parvient à s'enfuir, contrairement à Bert, le vieil homme, qui se fait voler sa boîte de médicaments et s'effondre au sol. Les troubles dans les rues s'aggravent et un escadron est envoyé dans la zone de danger. Lomer tente de stopper le capitaine, mais il ignore ses ordres. Jake retrouve Ray, mais la fillette qu'il a disparu. Il l'a abandonnée en découvrant les symptômes. Kate aperçoit Mary avant que Jake ne puisse la prévenir de l'infection, et la femme prend l'enfant dans ses bras, ignorant le sang. La foule déchaînée pousse Teresa à terre. Zander court pour l'aider, mais hésite à la toucher, craignant une contamination. Lorsque Jake rejoint Kate, il remarque qu'elle est elle aussi infectée. Kate le comprend à son regard et de retour à l'hôpital tente de nettoyer toutes les traces d'infection. Léo obtient enfin les informations recherchées, mais elles ne correspondent pas à ses soupçons. De plus, son contact révèle que Burns a passé un appel depuis un téléphone crypté réservé aux autorités de haut rang. Ce jour-là, Suzy, amie de Jenna, révèle qu'elle est enceinte. En allant chercher un test de grossesse pour elle, Jenna croise Zander et Teresa, restés dans la rue après les émeutes. Kate est placée en isolement et Jake tente de la réconforter, mais les nerfs de la jeune femme sont à bout. Après 48 heures, la Dre Lomers et Alex sont libérés du conteneur. Il ne reste que 8 heures avant la fin de la quarantaine de Kate. Au même moment, Teresa s'apprête à accoucher. Alex rend visite à Léo et découvre que le jour de l'infection, Burns n'a pas appelé Kenner, mais Lomers. Il n'y a plus de doute. C'est elle qui a déclenché l'épidémie pour ses propres raisons. Le docteur Kenner effectue sa première tournée après l'isolement. En voyant Kate, il admet qu'il ne peut pas la libérer. Les
symptômes se sont aggravés et 48 heures ne garantissent plus la guérison. Des soldats ayant aidé à contenir les troubles sont également infectés. L'Homer révèle l'information aux journalistes mais promet de trouver un remède pour sauver le pays. À la demande d'Alex, Jake inspecte l'appartement des amis de Léo qui enquêtaient aussi. Il ne trouve que des cendres, seuls restent des documents et des preuves. Lors d'une réunion entre amis, Alex comprend que Lomers et le chef de la police sont impliqués. Dennis, père de l'enfant de Suzanne, revient au bureau mais il montre des signes d'infection au visage. Le groupe refuse de le laisser entrer. Pour soulager sa douleur, Suzanne lui dit qu'elle n'est pas enceinte et qu'il ne doit pas se sentir coupable. Alex confronte le chef de la police et lui dit qu'il connaît la vérité, mais découvre que Besser ne savait pas que Lomer avait libéré le virus. Jenna et Suzanne tentent de soutenir Teresa, mais Jake arrive au bon moment. Il calme la jeune femme et aide à faire naître son bébé. Alex demande à Léo de ne rien publier sur Lomers avant d'avoir des preuves concrètes. La discussion entre eux s'envenime et le journaliste accepte de patienter seulement 2 heures. Alex confronte Lomers sans attendre. Il exige sa démission. Elle tente de l'intimider, mais voyant qu'il ne bluffe pas, elle promet de donner une conférence de presse et de quitter son poste. Teresa montre sa fille nouveau-née à Xander, placée dans un berceau improvisé en carton. Jake annonce à Kate la naissance, mais sa joie est interrompue par une toux accompagnée de sang. Lors de sa conférence, Lomer n'admet pas sa responsabilité. Elle affirme que le docteur Kenner a libéré le virus accidentellement. Kenner poursuit ses recherches et essaie de trouver un remède. Jake le supplie de tenter de sauver Kate. Le médecin accepte de lui administrer une dose expérimentale du sérum fabriqué à partir du sang de Thomas. Le vieux Bear reprend connaissance et découvre que sa jambe est cassée. Malgré cela, il retrouve sa boîte de médicaments et tente de rentrer chez lui, où sa femme l'attend depuis toujours. Kenner découvre enfin ce que Lomers lui a fait. Il ne comprend pas pourquoi elle l'a trahi, mais continue malgré tout de tenter de sauver Kate. Avant de lui injecter le sérum, il lui raconte comment le virus est arrivé à la clinique. Jenna retrouve Bert et lui donne sa gourde. Elle lui remet également une poussette pour l'aider à rejoindre sa femme. Après l'injection, l'état de Kate s'aggrave. Elle est tourmentée par des cauchemars et peine à tenir jusqu'au matin. Pour remonter le moral de son ami, Jake lui apporte une télévision et lui propose de regarder quelque chose ensemble. Ils passent la journée à 2, mais Kate rechute. Elle décide alors d'avouer son amour à Jake, craignant ne pas en avoir d'autres occasions. Jenna raconte à son ami sa conversation avec les criminels. Le traître M leur a proposé un passage vers la zone sûre, mais à un prix élevé. Sam se dit prêt à payer, mais seulement si Jenna accepte d'abandonner les autres pour partir avec lui. Alex se rend à l'appartement de Léo, mais le trouve vide. Après avoir échoué à convaincre le journaliste de se battre contre Lomers, il pense l'avoir perdu. Pourtant, un peu plus tard, il reçoit une pizza livrée par un ami contenant un mot et une clé cachée dans la boîte. L'état de Kate s'aggrave de minute en minute et Jake se prépare à lui dire adieu. Il demande au médecin de l'aider à enfiler une combinaison de protection. Quand Kate s'effondre, Jake la prend dans ses bras pour soulager sa douleur. Le médecin annonce à Jake qu'il peut faire ses adieux au corps de Kate en attente de crémation. Pour la première fois depuis leur rencontre, Jake touche le visage de Kate sans gants. Jenna parle à ses amis de la possibilité de fuir et propose de trouver de l'argent, mais Teresa refuse de partir. Elle veut que sa fille grandisse un peu avant. En arrivant à l'adresse indiquée par Léo, Alex trouve des preuves qui pourraient permettre de faire tomber Lomers. Teresa, Xander et leur fille arrivent chez le vieux Bear. La jeune mère prévoit de rester là jusqu'à la fin de la quarantaine. Mais en voyant les étagères vides et Xander insiste, ils doivent fuir. Alex découvre une femme nommée Catherine Hobbs dont le fils avait des liens avec Lomers. Grâce à elle, il obtient l'adresse du laboratoire et s'y rend. Pendant que le docteur Kenner tente de développer un remède, des rumeurs sur lui se propagent dans la zone. Un gang envahit la clinique pour le punir, mais Jake les convainc qu'ils doivent le protéger s'ils veulent être les premiers à recevoir le vaccin. C'est la dernière chose que Jake peut faire avant de partir. Il décide de traverser la barrière pour sauver Quentin. Alex enquête dans le laboratoire abandonné et trouve des preuves concrètes de la culpabilité de Lomers. Il l'accuse et révèle l'identité du véritable patient zéro, contaminé des années plus tôt. Cette fois, Lomers ne nie pas. Elle admet avoir créé le virus et affirme que c'était nécessaire pour la sécurité nationale. Elle demande à Alex de retarder leur confrontation et de se concentrer sur la lutte contre le virus qui a déjà franchi la barrière. Une attaque a lieu à l'hôpital et l'un des criminels est infecté. Le docteur Kentis doit lui administrer le sérum expérimental, sa seule chance d'échapper à la mort. Jake prépare Quentin à traverser vers la zone sûre et lui promet de le retrouver une fois tout cela terminé. Le groupe de Jenna se prépare également à emprunter les tunnels pour franchir la barrière. Pendant ce temps, le corps d'un garçon ayant tenté de fuir est examiné et une armée est rassemblée pour empêcher de nouvelles traversées. Pour bloquer les passages illégaux, les tunnels sont piégés et détruits. Alex tente d'intervenir, craignant que des gens soient encore à l'intérieur, mais le capitaine refuse de céder. Sans connaître les plans du gouvernement, M ordonne aux fugitifs de se préparer à entrer dans le tunnel. À l'hôpital, le docteur Kenner réalise une transfusion avec le sang de Thomas sur le criminel infecté dans l'espoir de le guérir. Malgré ses efforts, l'homme ne survit pas et Jake doit sauver le médecin. Le chef du gang ne lui pardonne pas la mort de son frère. Les explosions atteignent le groupe dans le fond du tunnel. Le plafond s'effondre et les membres sont séparés.
Teresa, Xander et le bébé se retrouvent seuls. Kenner trouve un moyen de produire un médicament, mais il lui faut des personnes ayant le même groupe sanguin que Thomas. Jake tente de recruter des volontaires, mais personne ne veut participer à une expérimentation risquée. Alors il prononce un discours, citant tous les morts et appelant chacun à faire un test. Si compatibles, ils deviendront donneurs. M conduit le groupe jusqu'à une impasse, mais le guide ne perd pas espoir et cherche de nouvelles routes. Alex apprend cela et demande à Lomers d'arrêter les explosions et de ramener les gens à la surface. À titre exceptionnel, elle accorde 1 heure. Après cela, tous les tunnels seront détruits. Les paroles de Jake convainquent les gens et ils se réunissent pour passer les tests. Xander conduit sa famille à la boutique de la mère de Teresa où il prévoit de rester jusqu'à la fin. Le médecin découvre un sang porteur d'anticorps. Un prêtre local pourrait être le donneur permettant la fabrication du remède. Le vieux Bear verse sa dernière bouteille de vin et ajoute un ingrédient secret. Lui et sa femme l'arrivent en verre pour porter un toast à la fin de leur souffrance. Enlacés sur le canapé, ils se préparent à partir pour un monde meilleur. Alex retrouve les fugitifs et parmi eux voit Jenna. La jeune femme assure qu'il les laissera entrer dans la zone sûre, mais Alex ne sait que faire. Le temps presse. La Drake Lomers ordonne la destruction des tunnels. Mais à ce moment, le rapport de Léo révélant ses actions apparaît sur les écrans. Alex ne laisse pas les fugitifs passer, mais revient avec eux dans la zone de quarantaine. Jake, quant à lui, répand les cendres de Kate au-dessus de la ville. Il se prépare pour un nouveau combat contre le virus qui a changé le monde. Ainsi se termine la première saison de Containment, série de science-fiction et de drame sortie en 2016. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo.